Parce que voilà. On va voir quoi? Allez, dis-le. On va voir un raton laveur qui parle, ça va être marrant. Ne me filmez pas. Trop tard, trop tard. Fils de pute. On va pouvoir augmenter nos tarifs si on devient sauveteur de galaxies à plein temps. Ouais. Va mourir, sale vaisseau. Salut! Ouais. 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 Je sais pas quoi en penser là tout de suite. Peu que... Ouais. Voilà. Je peux déjà vous confirmer que le film assume pleinement son humour et tout ce qui concerne les blagues drôles, les blagues grasses, drôles et voilà, tout ce qui suit. De toute façon, c'est James Gunn, c'est les Gardiens de la Galaxie, c'était sûr et certain que ça serait un film réalisé de cette manière. Et moi, j'en ai pas été mécontent. Hein, bien sûr, après, si c'est pas votre tasse de thé, si c'est pas votre genre de film à vous, si vous avez pas aimé le 1, forcément vous n'aimerez sûrement pas le 2. Mais pour moi qui a aimé le 1, j'ai vraiment aimé le 2. Pas plus que le 1 par contre, parce que beaucoup ont préféré le 2 au 1. Moi, en revanche, je n'ai pas préféré le 2 au 1. J'ai pas une préférence, justement. Alors bien sûr, le film s'est resté sérieux quand il le faut. À ce niveau-là, il y a aucun souci. Sachant que le film va surtout se concentrer sur l'histoire du père, enfin, sur le père de Star-Lord, donc qui a été, entre guillemets, brièvement introduit dans le 1. On a parlé de lui par le biais de Yondu et d'autres personnes, je sais plus qui. Et voilà, on ne connaissait pas le père de Star-Lord, on connaissait que sa mère au début du film, dont on sait qu'elle est morte d'un cancer. Et justement, c'est pas vraiment un spoil, mais je vais en parler brièvement. Il y a des scènes sur Terre dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et dans ces scènes, il y aura certaines explications sur voilà, l'origine de Star-Lord, enfin, de Star-Lord. Et de toute façon, ça c'est pas un spoil parce que ça avait été annoncé, ça avait été. Mais tout ça, ça avait été introduit dans la bande-annonce, donc on savait déjà qui aurait son père qui apparaîtrait. La question était, qui est-il vraiment? Et là, c'était une question très intéressante pour moi parce que je savais que le père de Star-Lord était très important. Et j'étais pressé de voir comment ils allaient l'introduire. L'idée est vraiment pas mauvaise, mais voilà, je suis encore en réflexion justement pendant que je parle sur ce que j'en ai vraiment pensé. Est-ce que j'ai été plutôt déçu par le père ou heureux par rapport au père, sachant qu'il n'y a pas que ça dans l'histoire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, toute cette trame narrative autour du père est vraiment importante, mais je peux pas en parler dans la section non spoiler, bien sûr je vous en parlerai dans la section spoiler, parce que franchement ça vous gâcherait tout le film si je vous le disais. Donc voilà, au niveau du père je vais me taire, c'est tout, j'ai rien d'autre de plus à dire. Concernant les personnages, eh ben écoutez, ils n'ont pas forcément changé par rapport au premier opus, si ce n'est la relation entre Gamora et Peter Quill. Et ouais, on voit que leur relation entre guillemets a évolué. Enfin, évolué. Maintenant, voilà, les gardiens se considèrent un peu comme une famille. Et Gamora, pour lui, Star-Lord c'est sa famille. Et Star-Lord et Gamora, on sait bien que mutuellement ils s'aiment, mais ils finiront pas ensemble. Pas encore. Pas au deuxième opus. Ce qui me laisse à penser que leur relation, au final, elle a évolué sans évoluer. Ils s'entendent plus que jamais, ils peuvent pas se séparer, ils éprouvent de l'affection l'un l'autre, mais sans plus quoi. Star-Lord n'est pas officiellement avec Gamora et inversement quoi. C'est ce que je voulais dire. Concernant Baby Groot, Baby Groot il est juste mignon. Bien sûr, il ne fait pas autant de combats que le Groot du premier opus, parce que c'est qu'un bébé. Baby Groot c'est un tout petit bébé, le temps qu'il grandisse, mais il est très utile dans l'intrigue, il va être même très important dans divers moments, et puis ils arrivent très bien à l'introduire et le rendre utile dans certains contextes. Et il est juste trop chou, parce qu'en fait ils font beaucoup de comparaisons avec un bébé
normal. Comment expliquer? Quand ils font un voyage à travers les étoiles, quand ils arrivent et qu'ils ont fait la vitesse lumière, bah, le bébé il vomit. Quand Star-Lord et Gamora ils doivent partir quelque part, et ben t'as le petit Groot qui pleure, il faut le consoler. Tout comme un bébé normal en fait. Et c'est ça qui est beau et qui est marrant, c'est qu'on a vraiment cette idée de famille en fait, de la famille recomposée, refaite, avec Drax qui est plus que jamais heureux entre guillemets, qui s'est remis entre guillemets de la mort de sa famille. Donc voilà, donc toute la relation entre les gardiens est bonne, enfin si je puis dire bonne. Il y a juste des engueulades, beaucoup d'engueulades peut-être à mon goût, mais quand je dis des engueulades, c'est des engueulades de famille dans lesquelles on sait que les relations ne vont pas... C'est pas comme Civil War où on pense que les relations, elles vont être foutues en l'air. On sait que c'est juste des engueulades comme on a dans une famille quoi. Mais c'est ça qui est sympa, ça me refait penser à la scène où on a Star-Lord qui... Alors, ils sont poursuivis par des centaines et des centaines de vaisseaux. En gros, c'est la merde, quoi, un moment dans lequel il faut être sérieux. Et non, même s'ils sont dans la merde, Star-Lord, si vous voulez, à l'avant du vaisseau, vous avez 2 sièges de pilote. Et il y a Star-Lord et Rocket qui se disputent pour piloter le vaisseau. Et au final, bah, ça va partir en couille. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils se disputent pour des bêtises. Et lors des scènes d'action, entre guillemets, de bonnes scènes d'action, quoi. Et du coup, ça mélange humour et sérieux. Et ils ont vraiment refait comme les Gardiens de la Galaxie, mais là, x100, quoi. C'est vraiment... Dans le 1, ils ont essayé de le faire un minimum sérieux avec une petite touche d'humour. Ils ont pris le risque, ça a fonctionné. Alors là, le 2, c'est tout, quoi. Là, ils ont vu que ça fonctionnait. Donc pour ceux qui ont aimé, généralement, ils vont plus aimer la suite. Pour ceux qui ont détesté, bah, ils vont soit plus détester, soit ils vont pas le voir tout simplement. Et moi, je suis entre deux. Je fais partie de ces personnes qui adorent voir ce genre de film. C'est d'ailleurs ce que je dirais dans ma rétrospective Transformers qui sortira d'ici, je sais pas, quelques semaines ou plus tard parce que ça prend beaucoup de boulot. Enfin bref, dans laquelle je disais que voir des films drôles ou dans laquelle l'histoire n'est pas forcément extrêmement travaillée, même si là elle est quand même assez travaillée parce que c'est quand même un film Marvel, il faut qu'il soit relié au MCU et qu'il soit assez important. C'est pas comme Deadpool, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça me dérange pas de voir un film assez drôle, qui soit plus léger au niveau du développement des personnages, contrairement à Iron Man dans lesquels les personnages seront plus sérieux et il y aura moins d'humour, même si déjà Iron Man il y a quand même quelques plans d'humour, mais pas au même degré que les Gardiens de la Galaxie. Alors oui, les Gardiens de la Galaxie, voilà, c'est fait pour être un bon blockbuster, un blockbuster qui peut plaire à la majorité des personnes, mais pour les gens qui sont surtout très difficiles, forcément, ça peut risquer de ne pas leur plaire. Après, voilà, ça tout dépend du public encore une fois. Pour en revenir à nos personnages, on va également parler de Nebula, qui est la sœur de Gamora et qui sont toutes deux les filles de Thanos. Alors, Nebula, on sait que dans le premier opus, elle était assez... elle était du côté de Ronan, mais elle était du côté de Ronan, entre guillemets, afin de tuer Thanos. Elle s'est rebellée, par rapport à Thanos. Elle voulait tuer son père, donc Thanos, et voilà, mais après l'échec de Ronan, elle s'est retrouvée seule. Et elle avait une grande envie de tuer sa sœur. Mais on va pouvoir remarquer qu'au fur et à mesure du film, les relations vont peut-être pouvoir s'améliorer entre Nebula et Gamora. Je ne vous dis pas de quelle manière, parce qu'encore une fois, ça pourrait trop vous gâcher l'expérience du film. Mais voilà, les relations vont quand même s'améliorer, comme on peut le voir dans la bande-annonce. On se demande même comment c'est possible. Mais je vous le dis, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, mais je vous dis pas comment. Puisqu'on parle de Thanos, il est d'ailleurs introduit plusieurs fois dans le film. Enfin, pas physiquement, on parle beaucoup de lui. D'ailleurs, ça me fait penser, on a également un petit climax dans lequel, à un moment donné, lorsqu'on voit le vaisseau des gardiens faire un voyage dans l'espace, on peut voir une planète, une gigantesque planète, dans laquelle des titans de couleur violette, comme Thanos, entre guillemets, se battent, ou je sais pas quoi, et c'est la planète tout simplement de Thanos. Alors je n'ai plus le nom de la planète, pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, mais c'est vraiment, pour ceux qui connaissent les comics, c'est très intéressant de savoir ça, parce que, voilà, c'est quand même très important. Il faut savoir que les Gardiens de la Galaxie Volume 2, ça assume pleinement, et là c'est le même syndrome que Star Wars 7 ou Star Wars Rogue One, ça assume pleinement le fait qu'il y a énormément de planètes. Si vous voulez, dès le début du film, vous allez voyager à travers beaucoup de planètes, mais vraiment pas mal quand même.
planète de glace, planète rurale, planète tropicale, enfin bref, plusieurs planètes. Et c'est très intéressant, très important, parce que ça donne vraiment de la variété au film, et du coup ça assume pleinement le fait que l'univers est plus grand, que le MCU est plus grand, que voilà, l'univers, là, tout ce qui est interstellaire, tout ce qui concerne l'espace est vraiment gigantesque, ça assume pleinement ça, là où dans le premier opus on pouvait visiter entre guillemets que 2-3 planètes à peine, et un marché, un gigantesque marché dans lequel même il y a le collectionneur, c'était pas une planète, bon, c'était pas mal, mais c'était encore limité, mais ça suffisait amplement. Tandis que dans le 2 là, il y a beaucoup plus de variété, beaucoup plus, et c'est vraiment ce qui fait plaisir, et on sent qu'il y a eu du travail derrière, faut le savoir. C'est pas comme Star Wars 7 où vous avez des planètes et où la nature n'est pas travaillée. Bien sûr, ça ne sera pas d'énormes, ce sera pas de grandes séquences sur les planètes, mais pour le peu qu'on en voit, les planètes, elles sont jolies. Après, il y en aura certaines plus basiques que d'autres, mais elles sont assez bonnes, ça va quoi. Ce que je pourrais reprocher au film, à la limite, c'est le comportement de Drax, peut-être. Enfin, j'exagère un peu. Le comportement de Drax est un petit peu lourd à certains moments. Même si moi, personnellement, ça m'a pas trop dérangé. Mais beaucoup de monde ont dit qu'il avait un humour vraiment lourd, mais lourd. C'est vrai, parce que reprenez l'exemple de la bande-annonce où l'autre, elle dit « Je vois ce que vous ressentez, c'est Mantis qu'elle s'appelle. Je vois ce que vous ressentez, vous ressentez de l'amour, un amour sexuel pour elle. » Et puis là, vous avez Drax qui rigole et qui se prend un fou rire pendant 1 heure. Mais dans la séquence, dans la véritable séquence du film, ça dure 2 minutes le truc. Enfin, 2 minutes, j'exagère, un peu plus encore. Mais voilà, tout ça pour vous dire, quand ils sont fixés sur une blague, ils en font des pataquès, mais alors... C'est long, voilà. Et quand je parle d'univers étendu, beaucoup d'autres personnages des comics ont été introduits dans ce film. J'en suis sûr. Alors, bien sûr, j'ai pas une connaissance incroyable des comics Marvel, mais un minimum pour reconnaître certaines personnes que j'ai pu déjà observer, connaître ou même découvrir comme ça, involontairement sur internet ou dans les livres. Vous avez par exemple, alors c'est marrant parce que ça parle aussi de la scène de passage de Stan Lee. Comme vous le savez, Stan Lee apparaît dans tous les films Marvel, tous, sans exception. Et on le voit en tenue d'astronaute parler à des sages de couleur bleue, assez neutres, qui ne lui parlent pas. Mais c'est vraiment quelques secondes aussi, hein, c'est pas... Et ces sages, je crois pas qu'ils s'appellent les sages, mais je sais plus. Je crois que dans les comics, ce sont des personnes omniscientes, donc omniscientes qui peuvent observer tout ce qui se passe dans l'univers, mais qui n'agissent pas, qui sont assez neutres par rapport à cette situation. Alors je n'aurais pas tout dit pour cette partie non spoiler, d'accord, je n'aurais pas parlé de Yondu, je n'aurais pas parlé de... Mais ça encore, c'est parce que c'est lié au spoiler, c'est lié à... Voilà, il y a beaucoup de choses importantes, mais que malheureusement je ne pouvais pas vous dévoiler dans cette partie. Pour information, le film possède 5 scènes post-génériques. Comme d'habitude, Baptiste et moi restons jusqu'à la fin des séances de ciné pour voir s'il n'y avait pas une petite pépite qui se baladerait à la fin du film pour s'intéresser par rapport à Infinity War. Et en effet, il y en a une. Une qui, ma foi, est très importante, très claire et nette, et qui me semble tout simplement logique. Alors après, je me pose des questions du coup pour Thor Ragnarok, et encore une fois, je fais exprès de rien vous dire. Je me pose des questions pour Thor Ragnarok, parce que du coup là, tout est remis en doute pour moi. Je me repose des questions par rapport à Infinity War et par rapport à Thanos. Mais dans les 5 scènes post-génériques, il doit y en avoir, qu'une qui est importante en fait, je crois. Parce que toutes les autres sont plutôt sympas, drôles. Mais voilà, je vais pas en parler, mais j'en parlerai dans la partie spoiler qui va démarrer tout de suite. Donc voilà, pour ceux qui veulent quitter la vidéo, n'hésitez pas, partez, foutez le camp. Non, je rigole. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez vu le film. N'hésitez pas à revenir, surtout. Et bah voilà, donc on va attendre 2 secondes. Bon, j'espère que c'est bon parce que maintenant je vais spoiler comme un bâtard. Allez, c'est parti. Le film commence avec une scène sur Terre dans laquelle on voit un jeune homme et une jeune femme donc qui sont dans des plaines. Alors ce qui est marrant, c'est que le film démarre sur des tracteurs et une campagne. Comment? C'est un peu la dernière chose qu'on s'attendait nous, Baptiste et moi. On allait voir un film qui se déroule dans l'espace, dans lequel il y a un raton laveur qui parle, etc.
Et quand le film commence, on voit des tracteurs, un champ, des vaches. C'était marrant. On s'est tapé une barre dès le premier plan. Voilà, la salle elle a rigolé. C'était marrant. Non, sérieusement, on voit un couple partir sur Terre et on se rend compte un petit peu plus tard que l'homme et la femme vont dans la forêt et entre guillemets trouvent une plante bleue, une plante extraterrestre. Mais en fait, ça leur est pas inconnu tout simplement parce que l'homme est un extraterrestre. Et oui. Et en fait, il s'avérera que c'est le père de Star-Lord et la fille, la mère de Star-Lord. Donc, les parents à Peter, quand ils étaient plus jeunes, je crois que c'est en 1980. Je crois que j'ai noté 1980. Je sais plus dans quelle région, mais bon, ça n'a pas d'importance. Je crois que c'est le Missouri, je suis pas sûr. Et du coup, il fait voir une plante bleue. Enfin bref, voilà. Et puis on voit la mère de Star-Lord qui entre guillemets qui embrasse son père, enfin le père. Et voilà, donc on voit que leur relation était sincère, qu'il l'aimait. Et puis voilà. Et puis après on retrouve entre guillemets les gardiens dans l'espace et on les voit vite fait au début du film. Réaliser différentes missions, donc on voit que c'est devenu leur mission c'est entre guillemets des mercenaires, voilà. Ils réalisent des missions et ils sont payés par différents peuples. Et donc justement au début du film, entre guillemets, ils sont payés par Ayesha, je crois, Ayesha, un truc comme ça. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que en fait tout le peuple a une peau en or. Et puis je disais à Baptiste que c'est bien, ça doit valoir cher si on revend leur peau. C'est une blague de merde, je sais, mais c'est pas grave. Enfin bref, du coup ils vont recevoir quelque chose en échange et ils vont recevoir Nebula qui avait été faite prisonnière. Et justement ça c'est sympa. Donc on voit Nebula dès le départ qui est livrée aux gardiens de la part du peuple de Ayesha. Je connais pas le nom de leur peuple mais on s'en fout. Et puis on voit qu'il faut pas les faire chier justement. Et Rocket entre deux vole ce qu'on appelle des pilules, des pilules d'énergie qui valent très très cher dans leur peuple, qui appartenaient au peuple. Enfin bref, je la fais courte. Et quand ils partent, Rocket il s'en va avec ça. Et puis du coup ça fait que ils sont poursuivis et puis que le peuple il veut les décimer sur leur retour parce entre guillemets les gardiens l'ont trahi. Mais comme Rocket il fait des conneries, voilà. Et du coup ils sont poursuivis et ça va être pendant tout le film quasiment. Et même jusqu'à la fin du film, parce qu'à la fin du film justement ils sont encore en froid avec ce peuple. Et du coup ils essaient de fuir. Et pendant leur fuite ils vont atterrir sur la planète, sur une planète qui s'appelle Ether, je sais pas quoi. Et ils vont se crasher en urgence. Et là d'ailleurs c'était un peu chelou parce que on voit Drax entre guillemets accrocher un câble qui se cogne contre la planète mais qui n'est pas mort. C'est un peu compliqué, mais je vous laisserai voir le film, vous jugerez par vous-même. Parce que ça semble un peu irréaliste, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, entre guillemets, toute la flotte du peuple qui les poursuivait ont été détruites d'un coup. Et on se demandait comment c'était possible. Et en fait, on se rend compte après qu'ils ont été aidés par un homme inconnu, en compagnie de Mantis. Et du coup, on va vite fait après se rendre compte que c'est le père de Peter, donc de Star-Lord. Et donc, son père va l'amener sur sa planète qu'il a créée lui-même, qui s'appelle Echo. La planète est d'ailleurs très bien réalisée, et en fait, c'est un peu comme une planète vivante. Ce qui est sympa, c'est qu'à un moment donné, très brièvement, bien sûr ça se voit pas trop, mais on voit deux petits points, un trait, puis ça fait un peu comme des yeux et une bouche sur la planète. Pas vraiment, mais on voit, entre guillemets, si on fait gaffe, si on regarde bien, ça fait un peu comme des yeux et une bouche. C'est rigolo, ça m'a fait penser à la planète Eos de Green Lantern. Rien à voir du tout, mais ça m'a fait penser à ça, parce que c'est une planète vivante. Et du coup, qui a été créée de toutes pièces par le père de Star-Lord, et qui s'avérera être un dieu vivant depuis plusieurs millions d'années. Et donc Peter va se rendre compte qu'il est en fait un demi-dieu, qu'il peut contrôler de l'énergie avec ses mains. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ouais, c'était évident, c'était une race supérieure et incroyable son père. Et j'en étais heureux de ça, que c'était un dieu. Il lui apprend qu'en fait c'est lui qui est le géniteur de plusieurs races, ce qui explique aussi les différentes races qui se ressemblent. Pourquoi Nova Prime c'est des humains comme sur Terre? Et bah là c'est expliqué. Donc, d'une certaine manière, tous ceux qui ont réagi en disant « Ouais, c'est pas normal, ils se ressemblent sur une autre planète, mais scientifiquement parlant, c'est pas possible. » Alors, premièrement, on est dans des films Marvel, les gens. Et deuxièmement, ça a été expliqué et, entre guillemets, justifié. Donc,
vous m'excuserez, mais là, vous pouvez plus rien dire. Parce qu'en fait, si vous voulez, il a un peu voilà, une forme d'humain, entre guillemets, le père de Peter. Et voilà, il est allé, entre guillemets, créer la vie dans plusieurs planètes, plusieurs systèmes solaires, plusieurs galaxies. Et c'est là que ça montre que il est immortel et que le destin de Peter, entre guillemets, est de recréer la vie. Donc jusque-là, on a envie de dire, c'est magnifique, le monde est rose, et il ne se passe rien d'incroyable, mis à part le fait bien sûr qu'ils sont en froid avec l'autre peuple, et là on est déjà un peu plus de la moitié du film. Mais on est à fond dedans et on s'amuse. Mais on se rendra compte assez vite que en fait son père n'avait pas... Enfin, comment expliquer ça? Gamora en gros, elle va trouver entre guillemets une tombe dans laquelle il y aura plein de squelettes, de cadavres décédés, et il s'avérera que c'était tous les autres fils du père à Peter. Et en fait, tout simplement, que voulait faire ce dernier, c'est... j'ai pas très bien compris à ce niveau-là, mais je crois qu'il voulait redétruire l'univers pour le recréer, parce qu'il doit se renouveler. Je suis pas sûr, hein, j'ai du mal à comprendre. Il faudrait que je revoie le film à l'occasion pour... quand il sortira en DVD pour mieux comprendre. Mais j'ai un petit peu eu du mal à comprendre au départ. Et... ce qui m'a fait rire, ce qui m'a surtout fait rager, oui, c'est que... il parle avec Peter, mais après un bon moment d'explication, bien sûr, dans le film, il dit alors, je suis vraiment désolé, franchement, je regrette que ça soit passé comme ça, que j'ai dû introduire cette tumeur chez ta mère. Enfin, il le dit d'une façon mieux construite, mais franchement, je regrette d'avoir mis cette tumeur à ta mère, mais j'étais obligé. Enfin, il le dit de façon... Ce qui est marrant, c'est qu'il le dit de façon naturelle. Et puis là, t'as Peter t'as Star-Lord qui se retourne et qui dit hein? T'as dit quoi? Et puis non mais vraiment, il lui dit comme ça, t'as dit quoi? T'as tué ma mère? Et là, il se met à rager, il sort son flingue et boum boum, il détruit son père, mais d'une façon violente. Moi j'étais comme ça, j'ai fait putain, pourquoi il a fait ça? Putain, mais qu'est-ce que... Mais c'est un fils de pute! Mais vraiment, le père, c'est un connard, mais merde! Et du coup, il tue son père d'un coup, et là, la relation, boum, cassée. J'ai eu du mal. Donc là, pendant que je parle, je réfléchis en même temps de ce que j'ai vu. Je me suis dit, mais c'est quoi? Mais ils ont foiré leur relation? Ou en fait c'est bien? Ou en fait c'est pas bien? Est-ce qu'ils ont bien fait de faire que le père est gentil? Ou qu'il est méchant? Je sais pas, je suis perdu. Trop dur, trop de... J'étais un peu confus. La scène, elle a été rapide. Et en fait, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais... La scène elle est partie en couille en quelques secondes, quoi. Et c'était violent. Donc on se rend compte un peu après que malgré qu'il essaie de le tuer comme ça, il est immortel, il se renouvelle. Et c'était un peu dégueulasse parce qu'il se régénère petit à petit. Et le père, donc en fait c'est un peu comme c'est un dieu. Donc après on le voit sous forme de la planète, voilà, où il veut se défendre, etc. Donc voilà, on apprend que le père de Star-Lord, c'était lui qui était pour voilà, la cause du cancer de sa mère. Et donc on pète un câble, et donc on comprend Peter, parce qu'on a déjà pu voir dans le premier volet à quel point il a été détruit par la mort de sa mère. Et donc là, autant que lui, on a envie de défoncer la tronche de son père. Et en fait, je crois que le coup de la mère, c'était une bonne idée, une excellente idée. Et je reviens au cadavre des autres fils du dieu, je vais l'appeler le dieu parce que voilà. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce que il avait essayé de créer des fils comme lui, ayant les mêmes pouvoirs, ressentant les mêmes pouvoirs de Dieu, entre guillemets, sauf que eux, ils ne ressentaient rien. Il avait dit qu'il devait, entre guillemets, renouveler l'univers, donc c'était la première fois qu'il devait le faire, mais pour ça, il avait besoin de 2 puissances de géniteurs, entre guillemets, ils appellent ça des géniteurs, et Star-Lord était le premier à avoir ce pouvoir de géniteur. Tous les autres n'avaient pas survécu. Justement, c'est ça qu'on a découvert. Donc quand Gamora a découvert ça, ça a été un petit peu la merde. Donc voilà. Donc du coup, les gardiens débarquent et oh putain, ils vont essayer de trouver un moyen entre guillemets de l'arrêter. Mantis, qui travaillait entre guillemets, qui était la servante du dieu, va entre guillemets se rebeller contre lui au bout d'un moment, va aider les gardiens et les gardiens vont finir par essayer de l'arrêter. Mais je vais pas vous dire comment ils vont essayer de l'arrêter parce que c'est un petit peu compliqué. Et j'ai pas envie de vous spoiler non plus l'intégralité du film. Même si, techniquement, si vous regardez cette partie, c'est que vous l'avez vu.
On s'en fout. Parallèlement à ça, on peut voir l'évolution de Yondu, donc j'en viens à Yondu, qui, après les événements de Les Gardiens de la Galaxie 1, est un petit peu rejeté des Ravageurs. Les Ravageurs, c'était les pirates, entre guillemets, de l'espace, les fameux pirates. Donc voilà, après son exclusion des Ravageurs, Yondu va essayer, entre guillemets, de se retrouver une place, et va être introduit, entre guillemets, il va aller rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Mais je vous explique pas vraiment comment ils se retrouvent, parce qu'ils vont se retrouver à cause de, je sais plus, une prime, je crois. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et je vais directement arriver sur la fin du personnage de Yondu. Voilà. La mort de Yondu. Yondu décède en sauvant Peter des griffes de son vrai père, entre guillemets. Et c'est là que c'est beau, parce que Yondu lui dit c'est un père, on en a qu'un, je t'aime fiston, enfin bref, fiston quoi. Et en gros, c'est beau parce qu'en fait on se voit que la véritable relation a toujours été Star-Lord et Yondu. Et Yondu a toujours, il a toujours considéré Yondu comme son père. Et puis voilà, c'est ça qui est beau en fait, c'est qu'on retrouve les relations et on voit les véritables relations. Il l'a élevé toute son enfance. Tandis que l'autre dieu là, même si l'excuse de merde comme quoi il devait retourner sur sa planète, il a pas élevé son fils. Et au final c'était pour être un connard et simplement servir entre guillemets ce pourquoi il était là. Et voilà. Mais la fin est triste, j'ai limite versé une larme sur la mort de Yondu, parce que franchement elle a été vraiment bien faite, surtout que ses funérailles ont duré un bon petit moment à la fin. Je dirais 5 minutes, plus de 5 minutes pour ses funérailles, tout ça. Et les Ravageurs ont fini par lui rendre hommage quand même. Je sais pas comment ils ont su pour ce qu'il a fait et tout ça, mais ils lui rendent hommage quand même. Et donc, voilà, c'est pour résumer l'histoire des Gardiens de la Galaxie, volume 2, grossièrement résumé bien sûr, pas en détail, je pourrais durer encore 30 minutes à vous parler du film, mais je vais quand même pas faire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler, parce que là maintenant nous allons passer aux scènes post-génériques, et c'est là que ça va être intéressant. Alors vous avez une scène post-générique dans laquelle on voit un ravageur, mais alors lui c'est un ravageur qui a aidé entre guillemets les Gardiens de la Galaxie, essayer d'utiliser la flèche de Yondu, et puis en fait il essaie d'utiliser, parce qu'en fait je savais pas, mais en fait il utilisait sa fléchette entre guillemets grâce à un outil. Donc ce qu'il avait sur le front en fait ça ne faisait pas partie de lui, mais c'était ce qui lui permettait en fait d'utiliser la flèche. Et en fait ce qui me fait rire c'est qu'il galère entre guillemets à l'utiliser pour que finalement il atterrisse sur la poitrine de Drax, et on voit le mec se barrer en courant parce qu'il a pas fait exprès. Enfin bref, ça c'était la première scène post-générique. La deuxième scène post-générique, c'est le fait qu'on voit Groot en tant qu'adolescent jouer aux jeux vidéo. Donc ça fait un petit peu, voilà, ça représente un petit peu les adolescents d'aujourd'hui dans leur chambre, parce qu'on voit une chambre entre guillemets, dans le vaisseau on voit une chambre entre guillemets en bazar, et on le voit jouer à des jeux vidéo. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça refait un petit peu, ça reproduit les adolescents d'aujourd'hui quoi. Et donc c'est assez sympa quoi. Alors je ne me souviens pas de toutes les scènes post-génériques, vous m'excuserez. Je sais qu'il y en avait une avec les Ravageurs, enfin bref. Toutes des scènes qui n'ont pas forcément d'importance, mais qui sont assez sympatoches à regarder pour la fin. Mais la scène post-générique la plus importante, c'est qu'on revoit la reine des Yasheda. Des Yasheda, oui, qu'on voyait au début du film, arriver en mode vénère, entre guillemets, et qui dit « Cette fois j'ai une arme pour arrêter les gardiens, une véritable arme. » Elle me fait voir ce que c'est. Et là je me dis, ça y est, c'était sûr. Dès qu'ils ont fait voir ce que c'était, je savais ce que c'était. On voit un gigantesque œuf qu'on a pu observer bien sûr dans Thor, le monde des ténèbres, dans quoi encore? Oh je sais plus, dans Thor, le monde des ténèbres et dans les Gardiens de la Galaxie 1, voilà je m'en souviens. Et ce n'est autre qu'Adam Warlock, l'œuf d'Adam Warlock. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Adam Warlock, je vais faire un petit résumé des comics. Adam Warlock est créé génétiquement. Un être surpuissant créé génétiquement, plus puissant que Superman, hein, même si c'est pas le même univers, je préfère le dire, techniquement niveau super pouvoir, c'est pire que Superman. Et ce mec a le pouvoir de gérer toutes les pierres d'infinité. D'ailleurs, sa source d'énergie principale au départ, c'est la pierre de l'âme, et je crois que au sommet de son œuf, je suis pas sûr, mais ça ressemblait à une grosse pierre d'infinité, jaune ou orange, je sais plus, enfin bref, qui ressemblait à la pierre de l'âme. Du coup, je pense que nous avons vu la pierre de l'âme dans la scène post-générique. Adam Warlock, normalement je crois que c'est un gentil, ou qu'il est plutôt neutre.
Et là, il serait parti pour être un méchant. Ouais, ça va partir en couille. Je pense que ça va partir en couille, surtout qu'il y a aussi Thanos derrière qui doit venir, ça va mal finir. Ce qui, justement, comme je vous disais tout à l'heure, me refait poser plein de questions par rapport à Thor Ragnarok. Bon, je pensais qu'Ella aurait eu la pierre d'infinité, apparemment elle ne l'aura pas. Je pensais que ça serait Heimdall surtout qui l'avait avec ses yeux, qu'il en parlait beaucoup. Si ça se trouve, ce sera pas lui du coup, et que ce serait Adam Warlock. Ou alors peut-être qu'il y aura un lien. Peut-être qu'ils auront besoin de la pierre d'infinité de Heimdall, admettons, pour aider Adam Warlock, et que ce que j'ai vu, c'était pas une pierre d'infinité. J'en sais rien, mais tout ça pour vous dire, ça repose beaucoup de questions. Les Gardiens de la Galaxie ne donnaient pas de pierre de scène post-générique importante, et là, on en a vraiment une importante, très importante pour Infinity War. Et je m'en doutais, cette théorie, j'avais oublié de la mettre dans ma vidéo 5 théories, là, cette théorie sur la pierre de l'âme. Mais j'aurais dû la mettre, j'y ai pas pensé d'Adam Warlock. C'était sûr, Adam Warlock, allez vous renseigner, c'est un personnage surpuissant, donc s'il apparaît dans Infinity War, ça va être un vrai bordel, mais ça risque d'être excellent. Donc, voilà. Écoutez, je n'ai rien d'autre de spécial en plus à dire. Non, franchement rien d'autre de spécial. J'attends avec impatience les prochains films Marvel qui sortiront, tels que Thor Ragnarok qui sortira prochainement. Alors je sais plus quand est-ce que c'est quand qu'on a Black Panther et Captain Marvel. Je ne sais plus, c'est pas grave. Et Infinity War, bah, c'est l'année prochaine, en 2018. Et d'ici là, écoutez, je crois que la prochaine critique, ce sera Alien Isolation. Donc je ne sais pas encore avec qui je vais y aller parce que à gauche on me l'a proposé, à droite on me l'a proposé. Il va falloir que je choisisse mes accompagnateurs. Donc écoutez, la prochaine fois ce sera pour une critique horreur. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé. Et à me donner vos avis sur l'univers Marvel parce que bien sûr moi c'est tout ce que je kiffe, tout ce que j'aime. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis et sur ce moi je vous dis à plus tout le monde, salut à tous.